Bonjour et bienvenue dans cette présentation consacrée à la puissance et à l'énergie et dans le domaine électrique. Tout d'abord, quelques définitions. En électricité, on définit la puissance instantanée comme étant le produit de la tension et du courant. Son unité est des watts, c'est donc la même unité que nous rencontrons en mécanique. Cette notion de puissance instantanée n'est pas tellement utile au niveau pratique. On lui préfère la notion de puissance moyenne, qui se calcule avec la formule habituelle de l'intégrale pour définir la moyenne. Cette puissance aussi s'exprime en watts. C'est en réalité la puissance que nous observons, par exemple, lorsque nous allumons une lampe. En effet, la puissance à disposition provient d'une tension alternative à 50 Hz et d'un courant également alternatif à 50 Hz qui circule dans la lampe. La puissance est donc une puissance qui va varier en cours du temps. Cependant, notre œil n'est sensible qu'à la valeur moyenne de l'intensité lumineuse, d'où l'intérêt de définir la puissance moyenne. En mécanique également, un moteur n'est pas capable de réagir suffisamment rapidement par rapport aux fluctuations 50 Hz. Le moteur va donc également faire une valeur moyenne de la puissance. Dernière définition, la définition d'énergie qui se calcule en intégrant la puissance sur un certain laps de temps. Elle s'exprime en joules. Ici également, une certaine différence par rapport à la mécanique, puisqu'en mécanique, la notion avec laquelle on travaille habituellement est l'énergie, puisqu'elle est l'image du travail. Par contre, en électricité, on travaille plus fréquemment avec la notion de puissance, puisqu'elle est simplement égale au produit de la tension par rapport au courant. Les deux notions sont évidemment identiques en mécanique et en électricité. Peut-être juste pour illustrer la différence fondamentale qui existe entre les deux, l'énergie est en relation avec le travail, mais ne fait pas du tout intervenir la notion de temps pendant lequel ce travail sera effectué. Autrement dit, l'énergie chiffre le travail que l'on doit effectuer, par exemple, pour monter une masse d'une dizaine de mètres. Par contre, la notion de puissance, elle, détermine le temps avec lequel on va pouvoir monter cette masse à une dizaine de mètres. Si on fait l'analogie avec la voiture, l'énergie permet de déterminer le travail effectué pour effectuer un certain trajet. Par contre, la puissance va permettre de déterminer les accélérations que le véhicule aura. Si l'on revient sur des notions électriques, et si l'on revient sur notre notion de régime sinusoïdal, on peut donc exprimer la puissance comme étant le produit d'une tension, dessinée en bleu ici, et d'un courant dessiné en vert. Les échelles sont arbitraires uniquement pour que le graphique se présente de façon intéressante à l'écran. Le produit de ces deux grandeurs donne la puissance qui est dessinée ici en rouge. C'est une simple multiplication de deux sinus. On retrouve un sinus à fréquence double, ce que la trigonométrie permet d'établir sans difficulté. On note cependant une particularité dans cette zone ici, où on constate que la puissance momentanément est négative. En fait, ceci exprime une particularité des circuits électriques dans lesquels on a échange d'énergie. Tantôt la source fournit de la puissance à la charge, tantôt la charge restitue de la puissance à la source. Cette représentation, la réalité, par contre, elle n'est pas tellement pratique à utiliser. On préfère distinguer deux cas. Ici, nous avons représenté la même puissance que tout à l'heure, mais en la décomposant en deux sinus. Tout d'abord, un premier sinus qui n'a aucune partie négative, et un deuxième sinus qui, lui, est purement alternatif. Ces deux sinus correspondent à deux puissances particulières. Le premier sinus, ici, correspond à la partie verte du signal. Le deuxième sinus correspond à la partie bleue. On peut montrer sans difficulté en utilisant les relations trigonométriques qu'on obtient bien le sinus rouge de départ. Le deuxième sinus ici a pour valeur moyenne
simplement la valeur de la tension prise en valeur efficace fois le courant, aussi en valeur efficace, fois le cosinus du déphasage entre la tension et le courant. Cette valeur ici est une valeur moyenne, c'est la valeur moyenne du signal vert, et cette valeur moyenne correspond à la puissance moyenne du signal rouge. C'est donc la puissance que l'on va pouvoir utiliser au niveau de la mécanique. La deuxième puissance ici, la puissance illustrée en bleu, a une valeur moyenne nulle. Par contre, on peut définir une certaine valeur comme étant le produit de la tension fois le courant, fois cette fois-ci le sinus du déphasage entre la tension et le courant. Cette grandeur est intéressante parce qu'en réalité, elle va permettre de caractériser l'échange d'énergie qui se produit entre la source et la charge. De façon résumée, on définit la puissance active comme étant le produit de la tension fois le courant, en valeur efficace, fois le cosinus du déphasage entre la tension et le courant. Ceci correspond véritablement à la puissance que l'on connaît en mécanique. Elle s'exprime donc en watts. On définit ce que l'on appelle la puissance réactive par le produit de la tension efficace fois le courant efficace fois cette fois-ci le sinus du déphasage entre la tension et le courant. Cette notion de puissance est une notion abstraite qui permet de définir l'échange d'énergie entre la source et la charge. Pour bien la différencier de la puissance habituelle que l'on utilise en mécanique, on définit cette puissance avec d'autres unités. On parle de VAR pour volt ampère réactif. La notion réactive étant là pour signifier cet échange d'énergie. On voit également que le produit U fois I intervient fréquemment et on définit ceci comme étant la puissance apparente qui s'exprime cette fois-ci en volts fois ampère, toujours pour éviter d'utiliser le terme de watt qui lui est réservé pour la puissance habituelle au sens de la mécanique. La puissance réactive est d'une grandeur intéressante pour les distributeurs d'énergie électrique. En effet, cet échange d'énergie ne sera pas facturé. On facture au client final uniquement l'énergie consommée. Autrement dit, l'image de la puissance active sur un certain temps. Cependant, la puissance réactive va charger les lignes, va charger les alternateurs également, puisque, associé à cette puissance réactive, on a un certain courant qui circule dans les lignes. Ce courant va générer des pertes, donc va coûter au final au distributeur. Lorsque cette puissance réactive reste faible par rapport à la puissance active, les pertes seront faibles, donc la charge pour le distributeur va rester relativement faible. Par contre, si la puissance réactive devient importante par rapport à la puissance active, la puissance des pertes induites dans les lignes peut devenir importante et elle ne sera pas facturée. Dans ce cas-là, le distributeur d'énergie électrique peut considérer que la puissance réactive est trop grande et la facturer tout de même au client. C'est le cas pour certaines entreprises qui consomment beaucoup de puissance réactive et peu de puissance active. Voilà en quelques mots pour expliquer le pourquoi de cette puissance fictive qui est cette puissance réactive. Si on s'intéresse maintenant au transfert de puissance, de façon générale, n'importe quel appareil électrique ou électronique, que ce soit un capteur, que ce soit un amplificateur de type audio par exemple, que ce soit une commande électronique pour un moteur, peu importe, dans tous les cas, n'importe quel circuit électrique ou électronique peut être symbolisé à l'aide d'une source de tension, d'une partie résistive en série avec une partie réactive. Ceci permet de couvrir tous les cas existants. De même, pour la charge, on peut prendre n'importe quel dispositif électronique sur lequel on va dissiper une certaine puissance et le symboliser à l'aide d'une partie résistive et d'une partie réactive.
Donc ceci peut symboliser un haut-parleur, peut symboliser un moteur, peut symboliser n'importe quel autre dispositif électrique. Juste une précision encore, la valeur de la tension des deux résistances ici et des deux réactances va varier en fonction de la fréquence pour caractériser complètement le fonctionnement du circuit en fonction de la fréquence comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Donc ce n'est pas des constantes en fonction de la fréquence, mais ces valeurs-là sont déterminées pour certaines fréquences. Si on s'intéresse maintenant au transfert maximum de puissance possible entre la source qu'on a ici entourée en rouge et la charge. On peut faire le calcul, la puissance dans RC étant simplement RC fois le carré du courant qui la traverse, et on obtient l'expression suivante. Le courant est simplement calculé comme étant la tension divisée par l'impédance, on en prend le module, on élève au carré et on obtient cette expression ici. On cherche donc le maximum de cette expression ici. On va donc être amené à la dériver, annuler la dérivée pour trouver le maximum de la puissance, ceci en fonction des différentes variables qu'on a ici. On doit donc effectuer une dérivée d'une fonction qui a deux variables, en supposant que la source est connue, donc RS, XS sont connus, et on a RC et XC qui sont inconnus, qui sont variables. C'est quelque chose qui est faisable, on connaît les techniques au point de vue mathématique, c'est un peu lourd. La façon la plus simple de procéder dans le cas précis, c'est de se dire que XS et XC sont des grandeurs qui peuvent être autant positives que négatives. On peut donc choisir XC de façon à annuler la valeur de XS. C'est la première chose que l'on va faire. Si on a ce terme ici qui est nul, on garantit d'avoir déjà quelque chose de maximum sur la puissance dans la charge. On est donc amené uniquement à dériver l'expression RC fois U carré sur RS plus RC, dérivée par rapport à RC. Quand on fait la dérivée, et on pose la dérivée nulle, on arrive à montrer que ce maximum arrive lorsque RC est égal à RS. Au point de vue graphique, on a ici la puissance à l'intérieur de la charge RC en fonction du rapport de RC sur RS. Donc quand on a RC égale RS, on est bien sur le maximum de puissance dans la charge. Autrement dit, la source va fournir le maximum de puissance possible à la charge. On parle dans ce cas d'adaptation d'impédance. Par contre, en ce qui concerne le rendement, ne vaut que 50%, ce qui est normal puisque les deux résistances sont identiques. On a évidemment la moitié de la puissance perdue dans RS et l'autre moitié fournie à RC. En termes de rendement, cette adaptation d'impédance n'est donc pas une très bonne solution. Si on s'intéresse à la tension et au courant, en fonction du rapport RC sur RS, on obtient le graphique suivant. On a donc une zone dans laquelle on aura le maximum de tension, mais pas du tout l'adaptation d'impédance. Et avec le maximum de tension, on aura aussi un rendement qui sera bon. Ou à l'inverse, on a une zone ici où on a un maximum de courant. Là aussi, le rendement sera bon, mais on n'aura pas du tout le maximum de transfert de puissance. En technique, on utilise beaucoup cette zone ici, puisque c'est celle que l'on va utiliser notamment au niveau de la distribution d'énergie. On cherche à avoir le rendement maximum et pas du tout le maximum de puissance chez l'utilisateur. Un autre exemple, dans le domaine audio, on cherche aussi à avoir le maximum de rendement, notamment si on pense à tous les dispositifs portables comme les téléphones, où on souhaite avoir le rendement maximum pour que les accumulateurs se déchargent le moins vite possible. Ce qui fait qu'en pratique, l'adaptation d'impédance est relativement peu utilisée. On a quelques cas, notamment dans le cas des antennes, où on va chercher à tirer le maximum de puissance de l'antenne, ou sur certains types de capteurs, notamment les capteurs photovoltaïques, sur lesquels on va chercher à obtenir le maximum de puissance. Mais c'est des cas relativement marginaux.